Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information sur Cherif la télévision. Une dizaine de partis politiques et des associations ont signé un protocole d'accord pour soutenir la liste Alliance URD Adema ADP Maliba dans la circonscription électorale de la commune 5 du district de Bamako afin d'assurer une victoire à cette alliance au soir du 19 avril prochain. La cérémonie de cette signature a eu lieu lundi 13 avril au siège du parti CNID dans la dite commune. Boubacar Traoré. Au lendemain du scrutin du premier tour des élections législatives, certains partis politiques et regroupements des associations de la circonscription électorale de la commune 5 du district de Bamako ont témoigné de leur soutien à l'alliance URD Adema ADP Maliba à travers une déclaration. Si tout le monde est là par son être, par son engagement, la victoire n'est pas ailleurs, elle est là. L'élection législative 2020 manifeste du soutien Alliance URD Adema ADP Maliba. Scrutin du 19 avril 2020. La réaction agite devant l'opinion un épouvantail, celui du mouvement de la population de la commune 5 vers l'ancrage de la démocratie. Le porte-parole de la plateforme appelle tous ses militants en synergie d'action afin de remporter le scrutin du dimanche prochain. Ce que nous allons aujourd'hui faire, à savoir nouer cette alliance-là, qui nous engage tous et qui veut réellement dire que nous nous sommes engagés dans un combat pour sauver l'honneur, chacun sauve son honneur. Tous ces partis réunis ne peuvent pas être battus par une coalition, je dirais, d'un seul parti. Ce n'est pas une coalition de deux partis. Parce que le deuxième composant de la liste est pratiquement vide de contenu. Pratiquement vide. Donc, il s'agit pour ces 11-13 partis politiques et associations de lutter contre une seule liste avec des personnalités aussi influentes dans la commune qui ont une expérience politique avérée. Il est inacceptable que nous ne soyons pas au rendez-vous le 19 avril. Il est inacceptable. Et moi, j'ai confiance en chacun d'entre vous. J'ai confiance en nos candidats. C'est le lieu de le dire, qui ont parcouru la commune, qui ont réveillé tout ce qui pouvait être réveillé comme ressources. Nous sommes à leur côté et nous serons toujours à leur côté. Nous sommes très reconnaissants pour le soutien que vous êtes en train de nous exprimer aujourd'hui. Rappelons que la liste Alliance URD Adema ADP Maliba sera face à celle du RPM APR au second tour des élections législatives du 19 avril 2020 dans la circonscription électorale de la commune 5 du district de Bamako. La société de distribution de lait en poudre, la Fondation Princesse Kamatari et la CEDEAO apportent leur soutien dans le cadre de la riposte contre la pandémie du coronavirus. Ils ont offert un lot au ministère de la Santé et des Affaires étrangères, un lot d'équipements donc de protection ainsi qu'un don composé de vivres. La cérémonie de remise a eu lieu hier mardi 14 avril au ministère de la Santé et des Actions sociales. Tata Touré et Abdoulaye Sougoudou. Appuyer les gouvernements maliens dans la lutte contre la propagation de la pandémie de coronavirus, c'est l'objectif de la remise de cet important lot de matériel sanitaire afin d'éviter les nouvelles contaminations, voire stopper la propagation de la pandémie. Ces dons de vivres est destiné pour non seulement à préparer le ramadan qui pointe à horizon, mais aussi constitue un apport nutritionnel aux personnes contaminées. C'est une initiative de la Société de distribution du lait en poudre, la Fondation Princesse Kamatari et la CEDEAO. Le soutien de la CEDEAO, pour nous, c'est plus qu'important. Parce que la CEDEAO, c'est une démonstration très claire que nous sommes une entité qui va au-delà de nos États. Et que cette entité qui représente plus de 380 millions de personnes doivent être ensemble. Et je sais que dès le début, avec l'OAS, vous êtes mis ensemble pour évaluer les besoins des pays. Et aujourd'hui, l'équipement que vous nous apportez, c'est un équipement très très important. Quand on parle d'équipement, je dis quoi? D'abord,
les équipements de protection individuelle. Sans ces équipements-là, nos docteurs qui sont sur le front auront des problèmes. Nos agents de santé, les personnes qui nettoient, il faut nécessairement ces équipements-là pour nous protéger. Mais en plus de cela, nous envoyer des tests, nous envoyer bien sûr des écuvions, c'est-à-dire, je tiens à vous remercier, à dire combien la chloroquine que nous avons déjà reçue a servi dans la plupart de nos unités de prise en charge. Cette chloroquine a été utilisée suivant le protocole de l'OAS. Madame la princesse Kamatari, vous savez, quand vous avez commencé à produire ces masques, en utilisant la compétence locale, en utilisant, comme vous l'avez dit, l'or blanc du Mali, vous avez anticipé. Vous avez même anticipé sur la science. Et aujourd'hui, on est heureux que vous l'associez au savon. Parce que se laver les mains, c'est le geste le plus simple, mais qui sauve des millions de vies. Pas seulement contre, bien sûr, le Covid-19 que nous combattons aujourd'hui, mais nous savons que le premier remède contre le choléra, ce fut ça. Les donataires ont tour à tour adressé leurs sincères remerciements à l'endroit du gouvernement malien pour son leadership dans la gestion de cette crise, avant de réaffirmer leur soutien dans cette lutte. En tant qu'entreprise commerciale, nous subissons les dégâts qu'elle cause, mais nous ne pouvons nous empêcher de penser aux familles les plus nécessiteuses, pour qui la subsistance quotidienne n'est guère facile à trouver. Nous pensons à nos frères et sœurs maliens qui ont vu leur activité commerciale quotidienne se dissiper, sans pour autant avoir une autre source de revenus. Ces quelques lots ne pourront certes pas satisfaire tous les besoins, mais nous espérons qu'ils seront d'une grande aide. Nous tenons à remercier le ministère et la cellule de riposte pour les efforts consentis et nous vous réitérons notre soutien et notre volonté à vous accompagner autant que faire se peut. Je voudrais conclure par la SODILAP. Vraiment merci. C'est encore un geste de solidarité. Chacun apporte ce qu'il a. Apporter aujourd'hui du lait, on en a besoin. Apporter du savon, on en a besoin, comme je viens de le dire. Et je tiens vraiment à vous dire merci. C'est cette solidarité qu'il faut créer. Aujourd'hui, ce n'est plus le moment de la division, ce n'est plus le moment de faire des querelles byzantines. Aujourd'hui, c'est de venir ensemble. Le Covid-19 est devenu un défi mondial et le peuple malien continue de soutenir et de coopérer avec le gouvernement pour lutter contre la maladie. Signalons que dans les 15 pays membres de la CEDEAO, 3600 cas ont été confirmés. Gel hydroalcoolique, masque et lavage des mains au savon, autant d'expressions liées à la pandémie actuelle du coronavirus qui sévit dans les 4 coins du globe. Une crise sanitaire qui impacte sur différents secteurs d'activité au Mali, entraînant une paralysie économique. La rédaction de Chirfla s'intéresse aujourd'hui au chômage technique dont sont victimes les employés du secteur hôtelier. Pour plus de précisions, voyons cet élément réalisé par Al-Hamidou Badine et Samba Traoré. La pandémie des coronavirus qui fait actuellement des ravages dans le monde frappe de plein fouet plusieurs secteurs d'activité au Mali, notamment l'hôtellerie. Comme corollaire, des centaines d'employés en chômage technique. Vu les restrictions vraiment sur les vols commerciaux, le taux de fréquentation dans les établissements hôteliers sont vraiment à la chute. Donc de ces faits, nos directions ont jugé vraiment de mettre au moins une très grande partie des employés en chômage technique et sans mesure d'accompagnement et puis voilà. Un chômage technique qui intervient de façon illégale, dénoncent les employés du secteur hôtelier. À les entendre, le Covid-19 est un catalyseur dans un secteur déjà en proie à des défis majeurs dus à la crise sécuritaire que traverse le pays depuis 2012. Ils sont venus, ils nous ont rencontrés, ils ont dit qu'ils ont besoin du syndicat. Sur 15 personnes, 8 personnes se sont présentées. On ne peut pas parler de quorum. Pour tenir une réunion avec les syndicats, au moins, il faut atteindre le quorum. Ça n'a pas été atteint. Mais quand on a soulevé ce problème, le directeur dit non, c'est pour juste une information pour vous. Donc, ça a quitté le cadre d'une réunion et c'est devenu une information qu'il voulait nous donner. Donc, on s'est assis, on l'a écouté, il a donné l'information.
et puis c'est tout. Pas de papier ni rien, verbal. Le syndicat des acteurs du secteur se mobilise d'ores et déjà pour obtenir gain de cause dans le strict respect des droits qui régissent les rapports entre employés et employeurs. Les droits, c'est l'allocation, l'INPS, l'AMO. Ça, c'est nos droits les plus primordiaux. C'est plus que nos salaires. Parce qu'une partie de nos salaires, on a mis à côté pour que nos ayants droit peuvent bénéficier. Elles ne bénéficient pas, ça c'est très grave. Ça, c'est un détournement de fonds d'air, je peux le dire comme ça. En plus de ça, nous réclamons que le chômage technique est non avenu pour nous. Parce que la forme n'a pas été. Et ni l'inspecteur de travail, et ni les employés ne se sont jamais assis pour discuter pour un chômage technique. Ils invitent par ailleurs l'Union nationale des travailleurs du Mali et le gouvernement à une plus grande implication afin de trouver au plus vite une issue favorable à cet effet. On a fait des répétitions auprès du PDG pour faire au moins des mesures d'accompagnement d'aide sociale. Aide sociale, c'est quoi? Au moment des chômage techniques, comme ça va coïncider avec les mois de Ramadan, et ce serait difficile de faire au moins des mesures d'accompagnement. Bon, on a envoyé l'appel, les pétitions, mais jusque-là, il ne nous a pas répondu. Jusqu'à preuve du contraire, le statu quo se maintient et se généralise au plan national, laissant à leur triste sort des chefs de famille sans emploi ni salaire à quelques jours seulement du mois béni de Ramadan. La particularité du secteur de l'hôtellerie et du tourisme, le secteur souffrait déjà parce que la clientèle était devenue un peu rare. Donc, il signalait toujours le nombre élevé de personnel dans ces hôtels. Donc cette situation a été profitable pour eux pour pouvoir lancer cette procédure et nos inquiétudes sont pour qu'ils ne licencient pas à la fin de cette période de chômage technique qui ne peut excéder 3 mois. Vendredi dernier, dans son discours à la nation, le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta annonçait également des mesures d'accompagnement aux secteurs les plus sinistrés en ces termes, tels que les industries touristiques, hôtellerie, voyage et restauration, culturelle et les transports, afin de protéger des emplois. Toujours dans le cadre du coronavirus, nous allons au Tchad où le président Idriss Déby a annoncé mardi dans un message adressé à la nation la prise en charge par l'État des factures d'électricité pour les usages domestiques de la tranche sociale, c'est là pendant 3 mois, y compris les abonnés en prépaiement. Le président Idriss Déby a également instruit son gouvernement de réduire de 50% la contribution au titre de la patente au profit de tous les assujettis et des contributions au titre de l'impôt général libératoire IGL, et c'est sur tous les territoires nationaux tchadiens pendant 2020. Moussa Foma nous fait le commentaire. Le président tchadien Idriss Déby Itno s'est une nouvelle fois adressé à la nation avec de nouvelles mesures afin de faire face à la pandémie de Covid-19 dans son pays. Une enveloppe minimale de 25 milliards devra être mobilisée. Dans le but de renforcer le stock de l'Office national de sécurité alimentaire, un premier décaissement de 5 milliards est mis à disposition par le Trésor public pour permettre de lancer les premières commandes des denrées alimentaires. La mise en place au plus vite d'un fonds national de sécurité et de soutien aux populations. Ce fonds de solidarité doté d'une enveloppe de 100 milliards de francs CFA bénéficiera de l'appui de l'ensemble des partenaires. La mise en place d'une structure ad hoc sera rendue opérationnelle en associant les organisations humanitaires nationales, l'élaboration d'un plan d'urgence pragmatique déclinant l'ensemble des actions à entreprendre sur les courts et moyens termes pour garantir la permanence des produits de première nécessité. Le recrutement immédiat de 1638 agents de santé dont les dossiers étaient en instance d'instruction à la fonction publique. La mise en paiement immédiat de tous les capital décès dus aux agents civils et militaires décédés, des indemnités et accessoires de salaire dus aux retraités et à la prise en charge des frais médicaux des agents civils et des forces de défense et de sécurité pour un montant total de 5 milliards de francs CFA, la prise en charge par l'État de toutes les consommations d'eau facturées par la Société tchadienne des eaux ou les comités de gestion aux ménages sur toute l'étendue du territoire pendant 6 mois à compter du 1er avril 2020, y compris aux bornes fontaines publiques, la prise en charge par l'État des factures d'électricité de la Société nationale d'électricité pour les usages domestiques de la tranche sociale pendant 3 mois, y compris les abonnés en prépaiement, la reconduction des exonérations des produits alimentaires et leur extension à d'autres produits suivant les modalités à fixer par le gouvernement.
Voilà une actualité nationale et internationale dominée par le Covid-19. En France, le chef de l'État Emmanuel Macron a affirmé mercredi, dans un entretien exclusif accordé à la radio France Internationale, que le professeur Didier Raoult est un grand scientifique et qu'il faut tester son traitement du Covid-19 à base d'hydroxychloroquine. Il revient également dans cet entretien sur le moratoire concernant la dette des pays africains. Moussa Fomba. Son avis sur la chloroquine était attendu depuis qu'il avait rencontré le professeur marseillais Didier Raoult. Dans un entretien exclusif accordé à Radio France Internationale RFI, le président Emmanuel Macron a qualifié Didier Raoult mercredi 15 avril de grand scientifique, estimant qu'il fallait que la bithérapie concoctée par ce spécialiste des maladies infectieuses soit testée. Emmanuel Macron a rendu une visite à surprise jeudi 9 avril à Didier Raoult, vivement critiqué pour ses études sur le traitement du Covid-19. Ce dernier soutient que l'hydroxychloroquine, dérivé de la chloroquine, un médicament contre le paludisme, est efficace dans le traitement en bithérapie du nouveau coronavirus. Mais ces études ne font pas l'unanimité chez les spécialistes. Ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de scientifique. Je suis convaincu que c'est un grand scientifique et je suis passionné par ce qu'il dit et ce qu'il explique, a relevé Emmanuel Macron sur RFI. Pour le chef d'État, Didier Raoult est vraiment une de nos plus grandes sommités en la matière. Mon devoir, c'est que toutes les pistes thérapeutiques aujourd'hui poursuivies puissent faire l'objet d'essais cliniques rigoureux et les plus rapides possibles pour qu'on trouve un traitement, a-t-il poursuivi, et de souligner que son rôle consistait à s'assurer que la recherche du professeur Raoult rentrait bien dans le cadre d'un protocole d'essais cliniques. Le professeur Raoult nous invite à être humbles, a relevé Emmanuel Macron, parce que lui-même dit que les choses peuvent varier selon les raisons et les géographies et qu'un virus réagit à un écosystème. Emmanuel Macron a également condamné les propos de certains chercheurs français ayant récemment évoqué l'Afrique comme un terrain d'essai pour tester un vaccin potentiel contre le coronavirus. Voilà, nous restons avec Moussa Fomba pour le commentaire du reste de l'actualité africaine et internationale en bref et en images. Des Nations Unies jusqu'à la Chine en passant par l'Europe, l'annonce par Donald Trump de la suspension de la contribution américaine à l'OMS a provoqué de nombreuses réactions négatives à travers le monde. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a jugé que ce n'était pas le moment de réduire les ressources de l'OMS. En Europe, le chef de la diplomatie de l'UE, l'Espagnol Josep Borrell, regrette profondément la suspension de la contribution américaine, écrit-il sur Twitter. Le ministre allemand des Affaires étrangères estime pour sa part qu'un renforcement de l'OMS est au contraire nécessaire. La Chine, de son côté, a fait part de sa vive préoccupation et a exhorté les États-Unis à assumer sérieusement leurs responsabilités et à soutenir l'action internationale contre l'épidémie menée par l'OMS. Un élu démocrate qui dirige la commission de la Chambre des représentants des États-Unis fixant les dépenses du gouvernement a estimé que Donald Trump commettait là une erreur. Les restrictions imposées aux ressortissants africains à Canton en Chine en cette période de pandémie vont être progressivement assouplies. C'est ce qu'a annoncé les autorités chinoises à la suite de la rencontre lundi 13 avril entre un ministre adjoint des Affaires étrangères à Pékin et une vingtaine d'ambassadeurs des pays africains. Sous couvert de prévention d'une seconde épidémie de coronavirus en Chine via des cas de contamination importés de l'étranger, des propriétaires ont chassé les Africains de leurs logements, les voyageurs de leurs hôtels. Jusqu'à présent, les autorités locales faisaient la sourde oreille, prétextant que la campagne de mise en quarantaine et de tests de dépistage de la pneumonie virale s'adressait à l'ensemble des populations sans exception. Or, sur une vidéo postée ce week-end, un panneau rédigé en anglais montre clairement l'interdiction faite aux Noirs d'entrer dans un McDonald's de la ville. Pour le professeur Didier Raoult, l'épidémie est en train de disparaître progressivement à Marseille. Le directeur de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection a publié le 14 avril une vidéo sur son compte Twitter. D'après lui, il est possible que l'épidémie disparaisse au printemps et qu'il n'y ait plus de cas d'ici quelques semaines. Cette prise de parole a provoqué une réaction rapide du directeur général de l'Agence régionale de santé, Philippe de Mester, qui dira qu'il est tout à fait prématuré de pouvoir faire des pronostics sur la fin de l'épidémie. Nous n'en savons rien malheureusement. Nous enregistrons, c'est vrai, depuis quelques jours, une diminution de la progression de l'épidémie, pas du tout une régression. L'épidémie va se poursuivre et ça va prendre encore des semaines, a-t-il dit à France Bleu le même jour. Philippe de Mester a également appelé à respecter les mesures de confinement pour ne pas faire face à une deuxième vague.
La rencontre a eu lieu mardi dans la banlieue de la capitale Kinshasa au lendemain d'un arrêt de la Cour constitutionnelle mettant fin à la polémique entre le camp de Félix Tshisekedi et le Parlement dominé par le camp de son prédécesseur Joseph Kabila. Le week-end dernier, le président du Sénat avait jugé que l'instauration de l'état d'urgence par le président sans passer par le Parlement n'était pas conforme à la Constitution. Du côté de la présidence, on exige des excuses publiques de sa part. Tarsis Kosongo Mouema, le porte-parole du président, estime que le ton employé par le patron du Sénat lors de sa sortie médiatique le week-end dernier était excessif et outrageux. Les deux chambres annoncent pour bientôt la reprise de leurs activités routinières. Sauf qu'en proclamant l'état d'urgence qui expire ce 24 avril, Félix Tshisekedi avait interdit tout rassemblement de plus de 20 personnes. En Égypte, une cellule terroriste qui voulait s'en prendre à des chrétiens à Pâques a été neutralisée mardi au Caire, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Un policier est mort lors de l'opération et 7 terroristes ont été abattus. Les Coptes égyptiens, qui représentent entre 10 à 15% des 100 millions d'habitants du pays, fêtent la Pâques orthodoxe le 19 avril. Les forces de l'ordre ont saisi 6 armes à feu et des munitions appartenant à cette cellule dans un logement du quartier d'Al-Ameria. La fusillade a duré plusieurs heures jusqu'après 20 h, heure du couvre-feu nocturne imposé pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, a indiqué la source sécuritaire. L'armée et la police égyptienne ont lancé en février 2018 une vaste opération antiterroriste dans la péninsule du Sinaï, région nord-est, où sévissent des groupes extrémistes comme l'organisation État islamique, mais aussi dans certaines parties du désert occidental entre la vallée du Nil et la frontière avec la Libye. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Excellente soirée sur Chérif la Télévision.